Bonjour, merci de votre présence ici. Donc, on vous a dit que je travaillais sur les réactions à l'échec et leurs conséquences. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'échec peut entraver l'apprentissage. Donc, pas comment l'échec peut résulter d'un mauvais apprentissage, mais comment l'échec peut provoquer un mauvais apprentissage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on se mette d'accord sur la distinction entre « ça n'a pas marché » et « j'ai échoué ». Par exemple, il y a une vingtaine d'années, j'ai candidaté pour une bourse de thèse. J'ai fait une présentation devant un jury qui m'a posé quelques questions auxquelles j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais et je n'ai pas eu la bourse. Alors j'étais frustrée, j'étais en colère. Je pensais que le jury était injuste. Je suis allée en parler au professeur qui devait potentiellement encadrer ma thèse et il m'a dit « Réfléchis à ce que tu n'as pas bien fait ». Alors là, il fallait que je me remette en question, il fallait que je revive mentalement cette audition, il fallait que je trouve mes erreurs, mes points faibles et mes incompétences. Ça ne me donnait pas trop envie. Spontanément, je n'étais pas très encline à le faire parce que c'était autrement plus désagréable que la frustration et la colère. C'était déprimant. Donc ce truc qui n'avait pas marché est devenu un échec personnel, et un échec personnel dans un domaine qui était très important pour mon estime de soi à l'époque. Mais réfléchissons un peu de savoir pourquoi l'échec nous déstabilise tant, en fait. L'échec nous déstabilise notamment quand on l'explique par ce qu'on appelle des facteurs internes, par exemple par ses propres comportements. Disons que je ne me suis pas très bien préparée pour ce talk ce soir. Ou alors par ses caractéristiques un peu stables. Par exemple, je suis nulle à chaque fois que je dois parler devant un public. Et ça nous déstabilise parce que ça remet en question en fait notre valeur, la valeur qu'on s'accorde à soi-même, qui s'appelle l'estime de soi, et qui joue des fonctions très importantes. L'estime de soi, généralement, les personnes qui ne souffrent pas de problèmes de type dépressif ont une bonne estime de soi. Et c'est très bien, une bonne estime de soi, c'est pas se croire supérieur, c'est se croire avoir autant de valeur que n'importe qui d'autre. Et c'est très fonctionnel. Et même si cette estime de soi, qui est relativement élevée, s'accompagne parfois d'une image de soi un peu illusoire, un peu trop optimiste, c'est toujours aussi fonctionnel. Il y a deux fonctions principales que l'estime de soi joue dans nos vies. La première, c'est de nous protéger contre l'anxiété qu'on peut ressentir par rapport à sa propre mortalité, et qui pourrait être paralysante. L'estime de soi nous permet de croire qu'on est quelqu'un qui a de la valeur dans un monde qui a du sens. Même si des fois c'est compliqué à croire que le monde a du sens, mais soit. La deuxième fonction, c'est de nous indiquer le degré auquel on est socialement intégré. Et donc, quand on remet en cause notre valeur, on est très déstabilisé parce que ce sont ces deux fonctions-là, en fait, qui sont elles-mêmes mises à mal, finalement. Alors, on peut penser, du coup, que l'échec nous déstabilise, d'autant plus que ses implications, en fait, pour l'image de soi, sont importantes. Par exemple, si j'arrive pas à jouer au basket aussi bien que mon fils, ou si j'arrive pas à parler l'allemand aussi bien que ma fille, c'est pas très grave. Parce que mon estime de moi-même ne se base pas beaucoup sur mon adresse au basket ou sur ma maîtrise de l'allemand. Si je n'arrive pas à obtenir un financement de recherche, une année où, contre toute attente, personne autour de moi n'avait obtenu un financement, et une année où apparemment le comité d'évaluation avait mal fonctionné, c'est pas très grave non plus. Certes, mon plan n'avait pas marché, mais c'est peut-être pas lié à la qualité scientifique de mon projet. Je sais, ça sent le vécu. En revanche, si je n'obtiens pas une promotion et qu'on me dit que mon dossier n'est pas assez compétitif, là, ça fait mal parce que ça veut dire soit que j'ai mal travaillé, soit que je suis incompétente. Donc, pour illustrer l'importance des implications sur l'estime de soi et le rôle que ça peut jouer dans nos réactions face à l'échec et les conséquences que ça peut avoir sur notre performance, je vous propose de regarder une première étude que j'ai faite il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur les souvenirs autobiographiques, qui sont en fait les souvenirs de notre propre passé.
Alors, il faut distinguer deux types de souvenirs. On peut distinguer plein de types de souvenirs, mais selon les implications que ça a sur le soi, on peut distinguer notamment les souvenirs spécifiques des souvenirs généraux. Prenons l'exemple d'un souvenir d'échec. Un souvenir spécifique, ça peut être par exemple quand j'étais au lycée, un jour, je me souviens, j'avais obtenu une très mauvaise note en mathématiques. Donc, c'est circonscrit et c'est plus facile à expliquer par des facteurs externes qu'un souvenir répété. Par exemple, j'ai toujours eu des mauvaises notes en mathématiques. Si c'est quelque chose qui est récurrent, qui devient un peu typique de moi, alors il est plus difficile d'attribuer cet échec à des circonstances extérieures. Il est plus probable que peut-être il y a quelque chose en moi qui fait que j'échoue à répétition. Donc, dans notre étude, on a partagé notre groupe de participants en 4 sous-groupes et on a demandé à un premier groupe d'évoquer un souvenir d'échec spécifique, par exemple une mauvaise note en mathématiques. On a demandé à un autre groupe d'évoquer un souvenir d'échec généralisé. J'ai toujours eu des mauvaises notes en mathématiques. Un groupe a évoqué une réussite spécifique. J'ai gagné un concours en sciences une fois. Et un dernier groupe a évoqué une réussite généralisée. J'ai toujours réussi très très bien en sciences. Et ensuite, on a regardé, en fonction du type de souvenir qu'on les a amenés à évoquer, généraux, spécifiques, d'échecs ou de réussite, comment ils appréhendaient une nouvelle tâche qu'on leur a fait anticiper. Est-ce qu'ils l'appréhendaient plutôt comme une menace? Est-ce qu'ils avaient peur d'échouer? Ou plutôt comme un défi et quelque chose qui pourrait être intéressant? Ensuite, on leur a vraiment proposé cette tâche et on a regardé leur performance à cette tâche. On s'est attendu que les participants qui avaient évoqué des souvenirs généraux d'échec ou des souvenirs spécifiques de réussite, qui n'ont pas beaucoup d'implications sur l'image de soi, aient une performance moins bonne que ceux qui avaient échoué des souvenirs généraux de réussite et des souvenirs spécifiques d'échec. Et c'est exactement ce qu'on a observé. D'abord, on a observé des effets du type de souvenir sur l'appréhension d'une nouvelle tâche. Donc, quand il s'agissait d'évoquer des souvenirs généraux d'échec et spécifiques de réussite, ces tâches étaient davantage perçues comme une menace. Les gens avaient plus peur d'échouer que ceux qui avaient évoqué des souvenirs généraux de réussite et des souvenirs spécifiques d'échec, qui eux l'apercevaient plutôt comme un défi. Et ensuite, cette appréhension de la tâche en termes de menace plutôt qu'en termes de défi avait également son reflet dans la performance qui s'en est ensuivie, puisque, comme vous pouvez le voir ici, les personnes qui avaient évoqué des souvenirs généraux d'échec et des souvenirs spécifiques de réussite avaient une moins bonne performance que les personnes qui avaient évoqué des souvenirs généraux de réussite et ceux qui avaient évoqué des souvenirs spécifiques d'échec. Cette étude montre donc que les implications qu'une performance, bonne ou mauvaise d'ailleurs, a pour l'estime de soi, pour l'image de soi, sont un élément clé qui va pouvoir déterminer nos réactions à cet échec, les pensées qu'on va avoir par rapport à une nouvelle tâche et la performance qu'on peut avoir par la suite. Donc on peut penser qu'un échec dans un domaine qui est important pour l'estime de soi et qu'on attribue à des facteurs internes, j'ai pas bien travaillé ou je suis un peu nul, eh bien a des conséquences particulièrement désagréables et néfastes pour la performance ultérieure. Alors, comme ça a été le cas pour notamment ma candidature pour la bourse de thèse, j'étais effondrée. Mais pour qu'on percute en fait ces implications, encore faut-il qu'on s'auto-évalue. Et on peut s'auto-évaluer grâce à une aptitude qui est très développée chez les êtres humains, beaucoup plus que chez les autres animaux, même si certains montrent des formes rudimentaires. C'est notre capacité à nous focaliser sur nous-mêmes, c'est-à-dire se prendre soi-même pour l'objet de sa propre attention. C'est comme se regarder dans le miroir. Et quand on le fait, on s'auto-évalue, presque automatiquement. Et donc, on peut penser que après un échec, ou lorsqu'un sentiment d'échec est éveillé, cet état qui consiste à se regarder en face est particulièrement désagréable. Et même qu'il est d'autant plus désagréable qu'on a tendance à ressentir, par exemple, de la culpabilité ou de la honte. Et donc, cette deuxième hypothèse
On l'a testé dans une étude un peu plus récemment, avec un paradigme absolument ingénieux. Et je peux le dire parce que ce n'est pas un paradigme que j'ai inventé, c'est un paradigme qui a été proposé par un étudiant de thèse que j'ai co-encadré, il s'appelle Jean Monéger. Et il a modernisé en fait un vieux paradigme des années 70 où les chercheurs se servaient justement des miroirs. Les miroirs dans un box expérimental où on fait des études de psychologie, c'est toujours un petit peu bizarre. Alors il a dit mais pourquoi pas regarder en fait si les gens évitent leur propre reflet dans l'écran de l'ordinateur. Parce que là c'est très difficile pour le participant de se rendre compte de ce qu'on est en train de mesurer, on est d'accord. Donc ce qu'on a fait dans cette autre étude, c'est qu'on a partagé notre groupe de participants cette fois en 2 groupes. Et un premier groupe, on leur a fait imaginer une situation hypothétique où ils avaient beaucoup travaillé pour un examen qui était très important, à fort enjeu, et qu'en présence de leurs amis, ils apprenaient qu'ils avaient échoué à cet examen alors que tous leurs amis avaient réussi. Donc un échec public sur un examen important. Tout le monde a réussi, donc ce n'était pas forcément très difficile. Et ils avaient beaucoup travaillé, donc ce n'était pas forcément parce qu'il y avait des circonstances extérieures qui pouvaient expliquer l'échec. Donc on a mis tous les ingrédients pour que l'estime de soi soit mise à mal. Dans l'autre condition, dans l'autre groupe de participants, c'était ce qu'on appelle une condition contrôle, notre groupe contrôle, on a fait imaginer une situation où ils avaient réussi à un examen, mais qui était très facile et qui n'avait pas beaucoup d'importance pour la réussite de leur année, donc peu d'implication pour l'estime de soi. Et ensuite, on les a posés devant un ordinateur et on leur a proposé une tâche de détection de mots. Donc dans les 4 cadrans de l'ordinateur, de l'écran de l'ordinateur, il y avait des mots qui apparaissaient un peu aléatoirement et leur tâche, c'était juste, dès qu'ils voyaient un mot, d'appuyer sur une touche. Cette fois, ce n'est pas du tout leur performance qui nous a intéressés. On s'est servi d'un oculomètre qui nous permettait de savoir où sur l'écran le regard était dirigé. Donc on pouvait suivre le regard sur l'écran de l'ordinateur. Et on a regardé lorsque rien n'était sur l'écran, donc entre les mots, quand l'écran était complètement noir, dans quelle mesure ils allaient ou ils sortaient de la zone de l'écran où leur visage était reflété. On avait des écrans super réfléchissants, toujours propres, nettoyés entre chaque 2 participants. Et on avait posé une source de lumière en face du participant, un petit peu en hauteur, pour que lui soit bien éclairé. Ça restait néanmoins une mesure assez discrète. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? Je précise qu'on a aussi pris une mesure de la tendance à culpabiliser. On s'est attendu que les participants dans la condition où le sentiment d'échec était éveillé évitent davantage leur reflet sur l'écran de l'ordinateur, et ceci d'autant plus qu'ils avaient tendance à culpabiliser. Alors, surprise, c'est à peu près exactement ce qu'on a observé. Donc vous avez ici en fait le nombre d'entrées dans cette zone qui reflétait le visage, le nombre d'entrées du regard, et en fonction de la tendance à culpabiliser. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que plus on a tendance à culpabiliser, et plus on évite de regarder son reflet dans l'écran de l'ordinateur, dans la condition où le sentiment d'échec était éveillé par rapport à l'autre condition. Alors, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu que les implications de l'échec dépendent, les réactions à l'échec dépendent de son implication pour l'estime de soi. Donc plus les implications sont importantes et plus l'état de conscience de soi devient désagréable. Ça nous fait voir une tâche anticipée comme une menace plutôt que comme un défi. On a peur d'échouer. Cette façon d'appréhender une nouvelle tâche, c'est quelque chose qui interfère avec la performance et qui nous amène finalement à vraiment avoir une moins bonne performance, comme une prophétie autoréalisante, qui ne se réalise que parce qu'on y croit. D'ailleurs, Kevin a failli dire que j'étais une prophétiseuse, j'imagine. Il s'est repris rapidement. Et finalement, on a vu que
on évite finalement de se regarder en face quand on échoue, et ceci d'autant plus qu'on a tendance à culpabiliser. Donc en fait, on peut conclure que quand on fait des erreurs, si elles sont interprétées comme un échec personnel, on préfère ne pas se regarder en face. On préfère regarder ailleurs que regarder son erreur. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'apprentissage? Je ne vous en ai pas encore parlé. Je vais y arriver. Donc, on sait par ailleurs, moi je travaille en psychologie sociale, mais j'ai beaucoup de collègues en psychologie cognitive, et la psychologie cognitive nous apprend que faire des erreurs soi-même, en fait, c'est très utile pour l'apprentissage, surtout sous certaines conditions, qui sont notamment des conditions où on peut bénéficier de ce qu'on appelle un feedback correctif, c'est-à-dire un feedback où on va nous expliquer pourquoi ma réponse n'était pas la bonne, quelle est la bonne réponse, et pourquoi cette autre réponse, c'est la bonne réponse. Dans ces conditions-là, on apprend beaucoup de nos erreurs. Mais en fait, cette opportunité, ce qu'on a vu là, c'est qu'on est enclin à la sacrifier pour préserver l'image de soi. Donc, il y a cette tension entre l'utilité cognitive du fait de faire des erreurs et l'évitement un peu de nature sociale qu'on fait par rapport au fait de se confronter à ses propres erreurs, juste pour protéger l'estime de soi. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ça, quelques recherches, une thèse, etc. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour terminer. Si la réussite n'est pas au rendez-vous, dites-vous, ça n'a pas marché cette fois. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Dites-vous aussi que si tout avait marché complètement comme prévu, vous n'aurez eu aucune opportunité d'apprendre quoi que ce soit. Et dites-vous aussi que si vous regardez ailleurs, vous n'aurez toujours aucune opportunité d'apprendre. Et donc, quand quelque chose ne marche pas comme vous l'aviez prévu, saisissez plutôt l'opportunité d'apprendre et regardez ça comme un défi plutôt que comme une menace. Et donc, je terminerai sur ça. Je ne voulais pas terminer en coach motivationnel, mais c'est raté cette fois. Merci.